Une factrice de l'USPS, originaire de la vallée du Rio Grande, a disparu en 1997, ne revenant jamais de ce qui aurait dû être une tournée normale un samedi. Mais 7 ans plus tard, lorsque la ville décide de vider le canal pour un entretien longtemps reporté, un ouvrier remonte quelque chose de choquant de la boue, et la vérité que cela révèle brise ses proches à jamais. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers la vallée du Rio Grande, tandis qu'Irène Martinez ajustait sa casquette de l'USPS et montait sur le siège conducteur familier de son camion de livraison. La chemise bleue de son uniforme lui collait à la peau dans l'air texan déjà chaud, le même style d'uniforme qu'elle portait depuis 7 ans, depuis qu'elle était passée à temps plein après la disparition de Colby. Elle vérifia sa feuille de route, accrochée au tableau de bord, et sortit du parking du dépôt. 7 ans. Cette pensée la frappait chaque matin. Mais aujourd'hui, elle semblait plus lourde. 7 ans depuis que sa sœur aînée avait disparu pendant sa tournée du samedi, ne laissant derrière elle que des questions et une maison vide qui semblait trop grande pour une seule personne. Irène naviguait à travers les rues familières de la ville de la vallée, passant devant des rangées de maisons modestes avec des clôtures grillagées et des jardins parsemés de palmiers. Elle et Colby avaient toutes deux travaillé à temps partiel, comme conductrices pour l'USPS, partageant leur temps entre les livraisons et les cours à l'école professionnelle du nord de la ville. Elles partageaient tout. La petite maison que leurs parents leur avaient laissée après leur mort dans un accident de voiture, leur rêve d'une meilleure carrière, une fois leur diplôme obtenu. Même leur bicyclette USPS assortie qu'elles utilisaient pour les tournées de quartier quand le temps était clément. Mais Colby était celle qui avait de véritables ambitions. Alors qu'Irène peinait avec ses cours de commerce, Colby excellait dans son programme d'infirmière. Il ne lui restait que 2 semestres avant d'obtenir son diplôme lorsqu'elle a disparu. Elle avait été si heureuse ce matin-là, se souvenait Irène. Excitée à l'idée d'emménager avec Robbie une fois ses études terminées, parlant du bébé à venir, planifiant un avenir qui n'est jamais arrivé. La radio grésilla, arrachant Irène à ses pensées. Elle se gara pour trier le prochain lot de courrier, ses mains effectuant automatiquement les gestes familiers. Après la disparition de Colby, tout s'était effondré. L'enquête n'avait mené nulle part. Pas de corps, pas de preuves, juste une affaire de personnes disparues qui se refroidissait avec chaque mois qui passait. Irène avait essayé de continuer à aller à l'école, mais le stress et le chagrin avaient été trop lourds. Elle avait abandonné, accepté un poste à temps plein à l'USPS et s'était installée dans une routine qui ressemblait à du somnambulisme. Elle tendit la main vers le contact quand la voix de son superviseur grésilla dans la radio. « Irène, tu dois appeler la base immédiatement. Utilise la cabine téléphonique du Chevron sur la 5e. » C'était inhabituel. Il ne demandait jamais au conducteur d'appeler à moins que quelque chose n'aille mal. Les mains d'Irène tremblèrent légèrement alors qu'elle conduisait les 3 pâtés de maison jusqu'à la station-service. Elle n'était pas autorisée à porter son téléphone portable pendant les heures de travail. Politique de l'USPS, donc, quelle que soit la raison, il l'avait localisée via le dispatching. Le combiné de la cabine téléphonique semblait lourd dans sa main, tandis qu'elle composait le numéro. Son superviseur, Jim Hendricks, répondit à la première sonnerie. « Irène, je dois te demander d'écouter attentivement. » La voix de Jim était plus douce que d'habitude. « Nous venons de recevoir un appel du commissariat. Ils ont trouvé une bicyclette de l'USPS dans le canal de la ville. Ils pensent que ça pourrait être lié à l'affaire de Colby. » Le monde bascula. Irène s'agrippa au cadre métallique de la cabine téléphonique pour se stabiliser. « Quoi? Où? » « Le canal Nord, près du passage supérieur de l'Expressway 83. Les ouvriers municipaux le vidaient pour l'entretien, première fois depuis des années. L'un d'eux a repéré le vélo et a appelé. Les détectives veulent que tu y ailles. Je te retrouve sur place.
Irène ne se souvenait pas du trajet. Un instant, elle était à la station-service. L'instant d'après, elle s'arrêtait près du canal, où un ruban jaune de police délimitait déjà une portion du remblai en béton. Le camion de Jim était là, avec 2 voitures de police et une berline banalisée qu'elle reconnut comme appartenant au détective Ray Ochoa, le même détective qui s'était occupé de l'affaire de Colby 7 ans auparavant. Jim vint à sa rencontre alors qu'elle descendait du camion. Son visage buriné montrait la tension de la situation. Le détective est en bas près de l'eau. Il a demandé spécifiquement à te voir quand il a compris le lien. Ils marchèrent ensemble vers le bord du canal, où le détective Ochoa se tenait avec un ouvrier municipal en gilet de sécurité jaune. Le détective semblait plus âgé qu'Irène ne s'en souvenait. Des fils gris parcouraient maintenant ses cheveux noirs, mais ses yeux étaient toujours vifs lorsqu'ils croisèrent les siens. « Mademoiselle Martinez, » dit-il en lui tendant la main, « j'aurais préféré que nous nous rencontrions dans de meilleures circonstances. » Il fit un geste vers l'ouvrier à côté de lui. « Voici Marcus Chen, de l'entretien municipal. Marcus, racontez à Mademoiselle Martinez ce que vous m'avez dit. » L'ouvrier bougea inconfortablement. « Nous avons commencé à vider le canal à l'aube pour l'entretien programmé, première fois depuis 1988. Quand le niveau d'eau a suffisamment baissé, j'ai vu quelque chose de bleu qui dépassait de la boue près du pilier de soutien. J'ai pensé que quelqu'un avait peut-être jeté des déchets, mais en m'approchant, j'ai vu que c'était une bicyclette. C'est là que j'ai remarqué l'inscription « US Mail » sur le côté du vélo. J'ai pensé qu'il avait peut-être été volé, alors j'ai appelé la police. « Merci », réussit à dire Irène, la gorge serrée. « Est-ce que je peux le voir ?» Le détective Ochoa acquiesça. Il la conduisit en bas de la pente en béton du canal. Le canal était maintenant presque vide, juste des flaques d'eau boueuse et des années de limon accumulées. Près de la base d'un pilier de soutien, une équipe médico-légale en combinaison blanche travaillait autour d'une bicyclette bleue, extraite de la boue. Quelqu'un avait déjà nettoyé le plus gros de la prolifération biologique et des débris d'immergence. Même à distance, Irène savait. Mais elle se força à s'approcher, à regarder les détails. Le cadre standard de bicyclette USPS, les paniers à courrier distinctifs, tout cela lui était douloureusement familier. « L'équipe médico-légale l'a déjà examiné, » dit le détective Ochoa à côté d'elle. Toute empreinte digitale ou preuve ADN aurait été détruite depuis longtemps par l'exposition à l'eau. « Avez-vous appelé Robbie ?» demanda soudainement Irène. « Robbie Delgado, le petit ami de Colby. » « Oui, nous avons son numéro dans le dossier original. Nous avons laissé un message chez lui et à son travail. Il devrait être en route. » Comme invoqué par son nom, Irène entendit des pas rapides sur le remblai derrière eux. Elle se retourna pour voir Robbie descendre, portant encore sa combinaison d'atelier automobile. 7 ans l'avaient changé. Son visage était plus plein, ses cheveux commençaient à reculer, mais ses yeux portèrent la même douleur qu'Irène ressentait. « Irène, » dit-il, légèrement essoufflé. « Jim a appelé l'atelier, m'a dit, « Est-ce vraiment ?» Le détective Ochoa s'avança. « Monsieur Delgado, merci d'être venu. Nous enquêtons encore, mais nous avons des raisons de croire que cette bicyclette pourrait être liée à la disparition de Colby Martinez. » Robbie fixait le vélo, son visage se vidant de ses couleurs. « C'est bien un vélo de l'USPS. Mais comment pouvez-vous être sûr que c'est le sien? Ne se ressemblent-ils pas tous? » Sans identification personnelle ou preuve médico-légale intacte, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% pour l'instant, admit le détective. Nous vérifions auprès du département de la circulation s'il existe des images de surveillance de cette zone datant de cette période. La ville venait d'installer des caméras aux principales intersections en 97. Nous examinons également le dossier de Colby. « C'était sous l'eau, » dit doucement Robbie. « Mon Dieu,
Je vous tiendrai tous les deux informés à mesure que nous en apprendrons plus, dit le détective Ochoa. Ce n'est que le début. Trouver la bicyclette ne nous dit pas ce qui s'est passé, mais c'est la première vraie piste que nous ayons eue. Jim s'approcha d'Irène, alors que le détective s'éloignait pour conférer avec l'équipe médico-légale. « Irène, pourquoi ne prends-tu pas quelques jours de congé? Quelques jours au moins. Je m'occuperai de ta tournée. Je demanderai à Martinez de te remplacer. » Irène acquiesça mécaniquement. « Oui, je pense que j'en ai besoin. » « Merci, Jim. Je ramènerai le camion au dépôt pour toi. Ta voiture y est? » « Oui, je peux me débrouiller. » Elle regarda Robbie, qui fixait la bicyclette comme s'il voyait un fantôme. « Robbie, ça va? » Il sursauta, semblant se rappeler où il était. « Désolé, c'est juste que... ça fait si longtemps, tu sais. J'avais presque réussi à me convaincre qu'elle était juste partie, qu'elle avait recommencé sa vie ailleurs. Voir ça rend réel le fait que quelque chose de grave s'est produit. » Ils restèrent ensemble en silence un moment, regardant l'équipe médico-légale charger soigneusement la bicyclette dans un fourgon à preuve. « C'est insensé à voir, et maintenant ça... » Irène n'était pas sûre si c'était mieux ou pire que l'absence totale d'indices qu'ils avaient eus auparavant. « Nous devrions parler, » dit finalement Robbie. « Ça fait un moment que nous n'avons pas vraiment parlé. Peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement à traverser ce qui va suivre. » Irène étudia son visage. Il s'était éloigné après la disparition de Colby, chacun gérant son chagrin à sa façon. « La plupart des affaires de Colby sont toujours chez toi, n'est-ce pas? » Elle avait pratiquement emménagé avant. « Oui, » dit Robbie, la voix rauque. « J'ai tout gardé. Je ne pouvais pas me résoudre. Mais maintenant, je pense que tu devrais les prendre. J'ai besoin d'avancer, Irène. Ça me tue de vivre avec toutes ces affaires autour, d'être rappelé chaque jour. » Irène ressentit un éclair de colère, mais le réprima. Chacun faisait son deuil différemment. « Je comprends. Je passerai après avoir récupéré ma voiture au dépôt. Je vais rentrer maintenant, commencer à rassembler ses affaires, » dit Robbie. Il regarda une fois de plus le canal, puis elle. « Je suis content qu'il t'ait appelé. Colby aurait voulu que tu sois là. » Alors que Robbie remontait le remblai, Irène se tourna vers Jim. « Je vais déposer la camionnette et prendre ma voiture. Dis au détective Ochoa que je serai joignable sur mon téléphone fixe s'il a besoin de quoi que ce soit. »« D'accord. Prends soin de toi, Irène. » Irène monta dans le camion de l'USPS pour ce qui semblait être la 100e fois de la journée. Mais tout était différent maintenant. Les rues familières défilaient alors qu'elle retournait au dépôt, son esprit tournant avec des questions sans réponse. Irène se gara dans le parking du dépôt, l'esprit encore sous le choc de la découverte dans le canal. Jim était déjà là, attendant près de son camion comme promis. Elle lui remit les clés de la camionnette de livraison avec un signe de tête reconnaissant. « Prends tout le temps dont tu as besoin, » répéta-t-il. Sa main usée serra brièvement son épaule. « On s'occupe de tout. » Dans le vestiaire des employés, Irène enleva son uniforme bleu de l'USPS, le suspendant soigneusement dans son casier, comme elle le faisait chaque jour. La normalité de ce geste semblait irréelle après les événements de la matinée. Elle enfila un jean et un simple T-shirt, prit son sac à main et se dirigea vers sa voiture, une Honda Civic 2001 usée qui avait connu des jours meilleurs, mais fonctionnait toujours de façon fiable. Le trajet jusqu'à la maison de Robbie la fit passer par des quartiers familiers à l'est de la ville. Elle avait fait ce trajet d'innombrables fois dans les mois qui avaient suivi la disparition de Colby, elle et Robbie s'appuyant l'un sur l'autre dans leur chagrin partagé. Mais avec le temps, les visites s'étaient déraréfiées jusqu'à ce qu'elles cessent complètement, peut-être 2 ans auparavant. La petite maison de Steel Ranch de Robbie semblait la même qu'elle s'en souvenait. Murs de stuc blanc, toit de tuiles rouges,
une cour avant qui avait besoin d'être tondue. Son camion de travail était dans l'allée. Delgado Auto Repair peint sur le côté en lettres bleues qui s'estompaient. Elle se gara derrière et prit une profonde respiration avant de sortir. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Robbie avait changé sa combinaison pour un jean et une chemise propre, ses cheveux encore humides, comme s'il s'était rapidement lavé. « C'était rapide », dit-il, s'écartant pour la laisser entrer. Irène s'arrêta net en entrant dans le salon. Des cartons étaient empilés près de la porte, certains scellés avec du ruban adhésif, d'autres encore ouverts. Elle reconnut l'écriture de Colby sur quelques étiquettes, vêtements d'hiver, livres d'infirmière, affaires de bébé. J'ai emballé certaines affaires il y a des mois, et j'ai terminé avec le peu qui restait en rentrant à l'instant, expliqua Robbie, passant une main dans ses cheveux. J'avais l'intention de le faire depuis un moment. Je ne pouvais juste pas me résoudre à commencer. Irène s'agenouilla à côté d'un des cartons ouverts, voyant les manuels d'école d'infirmière de Colby soigneusement empilés à l'intérieur. Une vague de chagrin la frappa de nouveau, pensant à tous les rêves non réalisés de sa sœur. « Merci d'avoir tout gardé, » dit-elle doucement. « Je sais que ça n'a pas dû être facile. » « Ouais, eh bien, » Robbie bougea inconfortablement. « Comme je l'ai dit au canal, il est temps. J'ai besoin d'avancer. » Irène se leva et épousseta ses genoux. « En parlant d'avancer, qu'en est-il du détective privé? Nous avons toujours dit qu'une fois que nous aurions économisé assez. » Elle s'interrompit, étudiant son visage. « Nous devrions avoir assez maintenant, non? » Entre eux deux, ils avaient élaboré ce plan 3 ans après que l'enquête n'ait mené nulle part. Mettre en commun leur argent, engager quelqu'un qui pourrait trouver ce que la police ne pouvait pas. Mais les détectives privés de qualité étaient chers. Et avec leur salaire, économiser avait été lent. L'expression de Robbie devint encore plus mal à l'aise. À ce sujet, j'ai bien ma part d'économie. C'est juste que les choses ont changé. J'aurais peut-être besoin de cet argent pour d'autres choses maintenant. D'autres choses. Irène sentit sa colère monter. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que de découvrir ce qui est arrivé à Colby? Avant que Robbie ne puisse répondre, ils entendirent une voiture s'arrêter dehors. La porte d'entrée s'ouvrit sans qu'on frappe, et une voix de femme lança joyeusement « Chérie, je suis rentrée. » Une femme entra dans le salon et s'arrêta net en voyant Irène. Elle avait peut-être 30 ans, avec des cheveux bruns aux épaules et de jolis traits. Ce qui fit retenir son souffle à Irène fut la bosse évidente sous son chemisier fluide. Enceinte de 4 mois, peut-être 5. « Oh !» dit la femme, son sourire faiblissant légèrement. « Je ne savais pas que nous avions de la compagnie. » Robbie avait l'air d'avoir été pris dans des phares. « Joséphine, je ne t'attendais pas aujourd'hui. Je pensais que je t'ai envoyé un message ce matin à propos du déménagement de mes affaires. Tu te souviens? Aujourd'hui, c'est le seul jour où je pouvais avoir le camion de mon cousin. » Elle regarda entre Robbie et Irène, lisant clairement la tension dans la pièce. « C'est vrai. Désolé. Je n'ai pas vérifié mon téléphone depuis. » Robbie fit un geste désespéré. « Ça a été une matinée folle. Joséphine, voici Irène. C'est la sœur de Colby. Irène, voici Joséphine. » L'expression de Joséphine se transforma en quelque chose comme de la sympathie. « Oh, Colby, la factrice qui a disparu. Je me souviens avoir vu les affiches en ville. » Elle posa une main protectrice sur son ventre. « Je suis vraiment désolée pour votre perte. » Irène les regarda tous les deux, les pièces s'assemblant. La réticence de Robbie concernant l'argent, son désir qu'elle prenne les affaires de Colby, et maintenant ça, une petite amie enceinte qui emménageait. « Alors, tu avances vraiment ?»
dit lentement Irène, regardant Robbie. C'est pour ça que tu veux que je prenne ses affaires. Et l'argent, tu en as besoin pour... Elle fit un geste vague vers le ventre de Joséphine. Irène, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Pas besoin, coupa Irène, levant une main. Je comprends. Ça fait 7 ans. C'est trop demander à quiconque d'attendre. Tu mérites d'être heureux. Nous ne sommes ensemble que depuis 1 an, dit rapidement Joséphine, comme si cela pouvait aider. Je viens juste d'emménager aujourd'hui. Tout est assez récent. Ça n'a pas d'importance, dit Irène, et elle se rendit compte qu'elle le pensait. Le choc s'estompait, laissant derrière lui une douleur sourde de déception, mais aussi de la compréhension. Je devrais y aller. J'ai toutes les affaires de Colby ici, et je vais juste devoir les mettre dans la voiture maintenant. Elle se dirigea vers la porte, mais Robbie la suivit. Irène, attends, s'il te plaît. Elle s'arrêta sur le perron, se retournant pour lui faire face. Son visage était tordu de culpabilité et de quelque chose d'autre, un chagrin qui n'avait jamais complètement guéri. « Ne fais pas ça, dit-elle doucement. Aucune explication n'était nécessaire. Je suis choquée, peut-être un peu déçue, mais c'est tout. Tu fais ce que la plupart des gens feraient. Tu vis ta vie. Je l'aimais, dit désespérément Robbie. Je l'aime toujours, mais j'ai besoin. Tu as besoin de vivre, termina Irène pour lui. Je comprends. Joséphine apparut dans l'embrasure de la porte derrière Robbie. Chérie, j'ai vraiment besoin d'aide avec mes cartons. Mon cousin a besoin de récupérer son camion avant 5 heures. Robbie semblait déchiré, mais Joséphine se dirigeait déjà vers une camionnette garée dans la rue. Quand elle ouvrit la porte, Irène pouvait voir qu'elle était remplie de boîtes, remplissant toute la banquette arrière et le plateau du camion, empilés si haut qu'elle menaçait de tomber. Malgré tout, Irène ressentit un pincement de sympathie en voyant la femme enceinte contempler tous ces cartons. Elle se souvenait de Colby à 4 mois de grossesse, comme elle se fatiguait rien qu'en montant les escaliers. « Je vais aider », s'entendit-elle dire, fermant la porte de sa voiture. « J'ai l'habitude de manipuler des cartons. »« Tu n'as pas à, » commença Robbie. « Ça va, vraiment. » Irène était déjà au camion, attrapant un carton de taille moyenne qui ne semblait pas trop lourd. Mais la main de Joséphine jaillit, l'arrêtant. « Oh, pas celui-là, » dit-elle rapidement, sa voix légèrement sèche. « Prends une autre boîte. » Robbie fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» L'expression de Joséphine s'adoucit en quelque chose de plus décontracté. « Juste de vieilles choses que j'envoie à ma mère au Colorado. Des trucs de mon appartement dont je n'ai pas besoin ici. J'allais les expédier. » « Irène travaille pour l'USPS, » dit Robbie. « Elle pourrait le prendre et l'emmener au dépôt pour toi. T'épargner un déplacement. » Joséphine hésita, clairement réticente, mais Irène soulevait déjà soigneusement le carton. « Oui, je peux faire ça. Ça t'évitera de faire la queue à la poste. »« D'accord, » dit Joséphine après un moment. « Ce serait utile, merci. » Irène prit un formulaire d'expédition dans sa voiture. Elle en gardait toujours des supplémentaires pour des situations comme celle-ci. Remplis juste les informations d'expéditeur et de destinataire. Joséphine prit le formulaire et le stylo, s'appuyant contre le camion pour écrire. Quand elle le rendit, Irène y jeta un coup d'œil rapide, notant les détails. « Tu as mis une adresse différente pour l'expéditeur, pas l'adresse de Robbie. »« Je garde mon appartement pour quelques mois encore, » expliqua Joséphine. « Au cas où, tu sais, commencer à emménager ensemble, on veut s'assurer que tout fonctionne. » Irène acquiesça, pliant le formulaire et le glissant dans sa poche. Intelligent. Eh bien, je devrais emmener ça au dépôt. Le camion était toujours à l'horaire aujourd'hui, donc il partira ce soir
au lieu de rester dans l'entrepôt. « Ne t'inquiète pas pour le reste, » dit Robbie, attrapant déjà une autre boîte. « Je m'en occupe. » Irène porta le colis de Joséphine à sa voiture, le plaçant soigneusement sur la banquette arrière parmi les cartons de Colby. En s'installant au volant, elle vit Robbie et Joséphine dans son rétroviseur, travaillant ensemble pour décharger le camion. Un couple commençant leur vie ensemble, un bébé en route. La vie que Colby aurait dû avoir. Irène s'éloigna sans regarder en arrière. Irène était à mi-chemin du dépôt de l'USPS. La boîte de Joséphine posée sur la banquette arrière, à côté des cartons d'affaires de Colby, quand son téléphone portable sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'identifiant et sentit son cœur sauter un battement. Détective Ochoa. Elle se gara sur le parking d'un centre commercial pour répondre. Détective? Mademoiselle Martinez, j'ai des nouvelles. Nous avons réussi à obtenir des images de surveillance d'il y a 7 ans. Le département de la circulation avait encore les archives. Je pense que vous devez voir ça. Pouvez-vous venir au commissariat? Je serai là dans 10 minutes. Bien, demandez-moi à l'accueil. Irène fit rapidement demi-tour, ses mains serrant le volant plus fort que nécessaire. Des images de surveillance, après 7 ans de rien, soudainement tout se passait en même temps. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la boîte de Joséphine, décidant qu'elle pouvait attendre 1 heure de plus. Le commissariat était un bâtiment trapu en béton au nord du centre-ville, son parking à moitié rempli de voitures de patrouille et de véhicules civils. Irène trouva une place près de l'entrée, s'assurant de verrouiller sa voiture avec tous les cartons à l'intérieur. Le soleil texan de l'après-midi tapait sans merci alors qu'elle se dépêchait vers l'entrée. L'agent d'accueil la reconnut depuis ce matin et la fit immédiatement entrer. Le détective Ochoa vous attend dans la salle d'entretien 3, au fond du couloir, 2e porte à droite. La salle d'entretien était petite et sans fenêtre, dominée par une table métallique où le détective Ochoa était assis derrière un ordinateur portable. Un autre officier qu'elle ne reconnaissait pas se tenait à côté de lui. « Mademoiselle Martinez, merci d'être venue si rapidement. » Le détective lui indiqua une chaise à côté de lui. « Voici l'agent Torres, de notre division technique. Il a extrait les images d'archives. » « Vous avez trouvé quelque chose sur Colby? » Irène s'assit, ses yeux déjà fixés sur l'écran de l'ordinateur. « Nous avons trouvé plusieurs choses. Laissez-moi vous expliquer. » Le détective Ochoa orienta l'ordinateur portable pour qu'elle puisse mieux voir. Ceci provient d'une caméra de circulation à l'intersection de Vine Street et Industrial Boulevard, datée du 8 novembre 1997. C'est la date de la disparition de Colby. Il cliqua sur lecture. Les images étaient en granuleuse, typique de la qualité de surveillance de la fin des années 90, montrant une vue large de l'intersection. Irène se pencha en avant alors qu'elle repérait une silhouette familière. Colby, dans son uniforme USPS, marchant avec sa bicyclette le long du trottoir. L'horodatage indiquait 16h47. « C'est elle », chuchota Irène, la gorge serrée. « C'est définitivement Colby. » Il regarda Colby s'approcher d'un bâtiment à plusieurs étages et disparaître de la vue de la caméra. Le détective Ochoa cliqua sur un autre fichier. Ceci est d'un angle différent. Une caméra de sécurité d'entreprise de l'autre côté de la rue. Qualité inférieure, mais regardez. Les nouvelles images montraient Colby poussant sa bicyclette directement dans l'entrée du bâtiment. Irène acquiesça. Nous faisions toujours ça. On rentrait les vélos à l'intérieur pour qu'ils ne soient pas volés. Trop avaient disparu dehors, même avec des cadenas. Voici où ça devient préoccupant, dit le détective Ochoa. Il avança rapidement les images, l'horodatage tournant à travers les heures. Regardez l'entrée, c'est en temps réel, pas accéléré.
Ils regardèrent. 18h, 19h, le soleil se coucha dans les images granuleuses, les lampadaires s'allumant. Mais Colby n'émergea jamais. « Elle n'est jamais sortie », dit Irène, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais ça n'a pas de sens. Son service aurait dû se terminer vers 17h30. »« Continuez à regarder », dit le détective gravement. L'horodatage indiquait 23h23, quand une silhouette émergea finalement du bâtiment. Le souffle d'Irène se coinça. La personne portait un sweat à capuche sombre, le visage masqué, poussant une bicyclette, incontestablement celle de l'USPS. « Ce n'est pas Colby », dit immédiatement Irène. « Trop grande, carrure différente. Nous sommes d'accord. Maintenant, regardez ceci. » Le détective Ochoa passa à un autre fichier. Ceci provient de la caméra de circulation près du canal, à environ 6 pâtés de maison. Les nouvelles images montraient la silhouette en capuche s'approchant du remblai du canal. Alors qu'elle passait sous un lampadaire, le vent attrapa la capuche, révélant de longs cheveux ondulés qui s'échappaient. Définitivement une femme, mais pas Colby. Les cheveux de Colby étaient plus courts, plus bouclés. Ils regardèrent en silence alors que la femme atteignait le bord du canal. Regardait autour d'elle, comme pour vérifier s'il y avait des témoins, puis soulevait la bicyclette par-dessus la barrière en béton. Elle resta là, un long moment, apparemment pour s'assurer qu'elle coulait, avant de se retourner et de s'éloigner. « Mon Dieu !» souffla Irène, essuyant son visage de ses mains tremblantes. Quelqu'un lui a fait quelque chose. Cette femme, elle a pris le vélo de Colby et l'a jeté. Mais où est Colby? Que faisait-elle dans ce bâtiment? Qui est cette femme? Le détective Ochoa mit les images en pause. Ce sont les questions auxquelles nous devons répondre. Nous devons enquêter sur ce bâtiment, chercher quelqu'un qui pourrait se souvenir d'avoir vu Colby ce jour-là, ou reconnaître cette femme. Mais ça fait 7 ans, dit désespérément Irène. Est-ce que quelqu'un s'en souviendra encore? Vous seriez surprise de ce dont les gens se souviennent quand on pose les bonnes questions, dit le détective. Le problème est que nous ne pouvons pas distinguer le numéro du bâtiment depuis ses angles. L'adresse est partiellement masquée. L'agent Torres prit la parole pour la première fois. En fait, détective, je pense que je l'ai. Il travaillait sur un autre ordinateur portable pendant qu'il parlait. En recoupant les listes d'entreprises de cette zone en 97, avec les devantures visibles dans les images, je crois que c'est le 482 Industrial Boulevard. Le détective Ochoa étudia l'écran, le comparant avec une carte actuelle. Ça correspond. Bon travail, Torres. Il se leva, tendant déjà la main vers sa veste. Nous y allons maintenant. Irène se leva également. Je viens avec vous. Mademoiselle Martinez, il serait préférable que vous attendiez ici ou rentriez chez vous. C'est une enquête active. Je resterai dans la voiture, dit fermement Irène. Je n'interférerai pas. Mais j'ai besoin de voir l'endroit où ma sœur a été vue vivante pour la dernière fois, s'il vous plaît. Le détective l'étudia un moment, puis acquiesça. Vous restez dans le véhicule. Si cela devient une scène de crime, je ne peux pas avoir des civils contaminant des preuves potentielles. Je comprends. Ils quittèrent la sortie-histoire, la salle d'entretien. L'agent Torres restant derrière pour continuer à analyser les images. Le détective Ochoa ouvrit la voie vers le parking, Irène suivant. Elle jeta un coup d'œil à sa voiture avec tous les cartons encore à l'intérieur. Irène monta dans sa voiture et suivit le détective hors du commissariat. L'image de cette femme en capuche jetant la bicyclette de Colby ne cessait de se rejouer dans sa tête. Qui était-elle? Que s'était-il passé dans ce bâtiment? Et la question qui la terrifiait le plus. Colby était-elle déjà morte quand cette femme était partie avec sa bicyclette? La Crown Victoria du détective Ochoa s'arrêta au 4698 Industrial Boulevard,
suivi de près par la voiture de patrouille. Irène leva les yeux vers le bâtiment, un complexe d'appartements de 6 étages avec du stuc beige décoloré et de petits balcons à chaque unité. Il semblait banal, comme des dizaines d'autres immeubles d'appartements dans toute la vallée du Rio Grande. « Souvenez-vous, vous restez ici », dit fermement le détective Ochoa, alors qu'il se tenait devant la voiture d'Irène. Irène acquiesça, mais en regardant le détective et 2 agents en uniforme se diriger vers l'entrée du bâtiment, quelque chose tiraillait sa mémoire. Le nom de la rue, Industrial Boulevard, où l'avait-elle vu récemment? Puis ça la frappa. Le colis de Joséphine. Son cœur soudainement accéléré. Irène se retourna sur son siège et attrapa la boîte parmi les affaires de Colby. Elle chercha maladroitement le formulaire d'expédition dans sa poche, le dépliant de ses doigts tremblants. L'adresse de l'expéditeur la fixait. 4792 Industrial Boulevard, appartement 514. Le même bâtiment, exactement le même bâtiment où Colby avait été vue vivante pour la dernière fois. Sans réfléchir, Irène attrapa le colis et sortit de la voiture. Elle devait le dire au détective Ochoa. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Elle se précipita à travers l'entrée du bâtiment dans un modeste hall avec des sols carrelés fissurés et un bureau de réception où les officiers parlèrent déjà avec une femme âgée derrière le comptoir. Le détective Ochoa se retourna à son entrée, son expression sévère. « Mademoiselle Martinez, je vous ai dit de rester dans le véhicule. »« Attendez, s'il vous plaît. Regardez ça. » Irène tendit le colis, ses mots se bousculant. « Ça appartient à la nouvelle petite amie de Robbie, la femme que j'ai rencontrée ce matin, qui est enceinte et vient d'emménager avec lui. Elle s'appelle Joséphine, et elle m'a donné ça pour l'envoyer à sa mère. Mais regardez l'adresse de l'expéditeur. » Le détective Ochoa prit le formulaire d'expédition, ses yeux s'écarquillant en le lisant. « C'est la même adresse, appartement 514. » Joséphine avait les cheveux courts, cependant, ajouta rapidement Irène. Pas comme la femme dans la vidéo de surveillance avec les longs cheveux ondulés. La réceptionniste, une femme dans la soixantaine avec des cheveux gris soigneusement coiffés et un badge portant le nom Dolores, leva les yeux avec intérêt. « Avez-vous dit Joséphine Miller? »« Vous la connaissez ?» demanda immédiatement le détective Ochoa. « Bien sûr, une si douce jeune femme. Je l'ai vue justement ce matin, chargeant toutes ses boîtes dans sa voiture, emménageant avec son petit ami, m'a-t-elle dit. « Est-ce qu'elle avait les cheveux courts ?» demanda Irène. Dolores rit. « Elle les a maintenant. Elle les a tous coupés il y a quelques jours. Quel dommage. Elle avait les plus beaux longs cheveux jusqu'à sa taille, foncés et ondulés. Je lui ai dit qu'elle le regretterait, mais elle a dit qu'elle avait besoin d'un changement. Nouvelle vie, nouveau look, quelque chose comme ça. » Le détective Ochoa échangea un regard avec l'agent Mendes. Il sortit un dossier et montra à Dolores plusieurs images imprimées des images de surveillance de 1997. « Madame, pouvez-vous me dire si cette silhouette à capuche pourrait être Joséphine Miller? » Dolores plissa les yeux sur les images granuleuses, ajustant ses lunettes de lecture. « Eh bien, c'est difficile à dire avec certitude. Le sweat à capuche est si grand, et on ne peut pas voir le visage. Les cheveux ressemblent à ceux que Joséphine avait autrefois, mais... » Elle haussa les épaules avec excuse. « Je ne pourrais pas le jurer devant un tribunal ou quoi que ce soit. »« Depuis combien de temps mademoiselle Miller vit-elle ici ?» demanda le détective Ochoa. « Oh mon Dieu, ça doit faire près de 8 ans maintenant. Elle était si jeune quand elle a emménagé, peut-être 22 ou 23 ans, toujours payé son loyer à temps, jamais aucun problème. Avez-vous des caméras de surveillance? » demanda l'agent Mendes. « Nous en avons maintenant. Elles ont été installées en 2000 après quelques cambriolages. Mais avant ça... » Dolores secoua la tête. « Non, rien à l'époque. »« Nous avons besoin de voir vos images de 2000 à aujourd'hui, » dit le détective Ochoa. « Particulièrement toutes les images de mademoiselle Miller. »« Bien sûr,
Bien sûr. Le bureau de sécurité est juste par ici. Le bureau de sécurité exigu pouvait à peine les contenir tous. Dolores s'assit à l'ordinateur, récupérant les images archivées comme indiqué. Les heures commencèrent à se confondre, alors qu'ils avançaient rapidement à travers des années d'allées et venues banales. Dolores commentait en notant les heures auxquelles Joséphine quittait habituellement le travail le matin et rentrait le soir. Là, dit soudainement l'agent Mendes. Octobre 2000, revenez en arrière. Sur l'écran, ils regardèrent une Joséphine Miller plus jeune sortir de l'ascenseur et traverser le hall. Elle portait un jean, un t-shirt et un sweat à capuche sombre, surdimensionné. Le même style, la même couleur que celui de 1997. « Pouvez-vous figer ça ?» demanda le détective Ochoa. Il sortit à nouveau les images imprimées, les comparant côte à côte avec le moniteur. Même sweat à capuche. Regardez l'emplacement des poches, les cordons. Beaucoup de gens ont des sweats à capuche sombre, dit Dolores avec incertitude. Mais tout le monde ne vivait pas dans ce bâtiment en 1997 et n'avait pas toujours le même sweat à capuche 3 ans plus tard, répondit le détective. Il se tourna vers Dolores. Nous devons examiner l'appartement de mademoiselle Miller. Je ne peux pas vous laisser entrer sans mandat. Nous en obtiendrons un, dit le détective Ochoa. Il se tourna vers l'agent Mendes. Appelez le juge Patterson. Expliquez la situation. Nous avons besoin de ce mandat au plus vite. Avez-vous les coordonnées de mademoiselle Miller? Demanda-t-il à Dolores. Bien sûr. Elle retourna au bureau d'accueil et sortit un répertoire des résidents. Voilà, Joséphine Miller, appartement 514. Elle énuméra un numéro de téléphone. Le détective Ochoa le composa immédiatement, le mettant sur haut-parleur. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, puis passa à une messagerie vocale générique. Il raccrocha et regarda Irène. Quel était le numéro de Robbie Delgado? Irène le récita de mémoire, la bouche sèche. Cela se passait trop vite. Joséphine, la petite amie enceinte de Robbie, liée d'une manière ou d'une autre au bâtiment où Colby avait disparu. Le même sweat à capuche, les longs cheveux récemment coupés courts. Le téléphone sonna. À la 3e sonnerie, la voix familière de Robbie répondit. « Allô? »« Monsieur Delgado, c'est le détective Ray Ochoa du commissariat. Êtes-vous avec Joséphine Miller en ce moment? » Oui, elle est juste là. Il y a un problème. » Mais avant que le détective ne puisse répondre, ils entendirent une voix de femme en arrière-plan, urgente, stridente. « Nous sommes en retard pour le rendez-vous chez le médecin, chérie. Nous devons y aller maintenant. » Il y eut un bruit de froissement, comme si on attrapait le téléphone. Puis la ligne fut coupée. Le détective Ochoa essaya immédiatement de rappeler, mais il tomba directement sur la messagerie vocale. Son expression était sinistre, alors qu'il regardait son équipe. « Nous devons les rejoindre, maintenant. »« Et le colis ?» demanda Irène, tenant toujours la boîte que Joséphine lui avait donnée. « Nous le sécuriserons comme preuve. » Le détective Ochoa prit la boîte avec précaution. « Nous l'ouvrirons une fois que nous aurons mademoiselle Miller en garde à vue. »« Agent Mendes, vous restez ici et attendez ce mandat. Fouillez l'appartement dès que vous l'obtenez. Agent Chen, vous êtes avec moi. » Il se dirigeait vers la sortie, Irène suivant. « Où allez-vous? »« Trouver Robbie Delgado et Joséphine Miller, » dit sèchement le détective Ochoa. « Mademoiselle Martinez, j'ai besoin que vous. »« Je sais où vit Robbie, » interrompit Irène. « Et s'ils vont à un rendez-vous de gynécologie obstétrique, il n'y a que 3 cliniques de maternité de ce côté de la ville. » Le détective s'arrêta, réfléchissant. « Montez, mais vous suivez mes directives, compris? » Ils se précipitèrent plein temps vers les véhicules, l'esprit d'Irène tournant. « Joséphine. »
la douce, enceinte Joséphine, qui emménageait avec Robbie, qui avait vécu dans le même bâtiment où Colby avait disparu, qui possédait un sweat à capuche, qui correspondait à celui porté par la femme qui avait jeté la bicyclette de Colby, qui avait semblé si nerveuse à propos de Scully. Alors qu'il s'éloignait de l'immeuble d'appartement, Irène serra la poignée de porte et pria qu'il ne soit pas déjà trop tard. La voiture banalisée du détective Ochoa se gara dans l'allée de Robbie, avec Irène juste derrière dans sa Honda. Le pick-up que Joséphine déchargeait plus tôt était là, mais le camion de travail de Robbie n'était nulle part en vue. La maison était silencieuse dans la chaleur de l'après-midi, sans signe de vie. « Bon sang !» marmonna le détective Ochoa en sortant de la voiture. L'agent Chen se dirigeait déjà vers la porte d'entrée, frappant fermement. « Monsieur Delgado, mademoiselle Miller, police, nous devons vous parler. » Pas de réponse. L'agent Chen essaya la poignée, verrouillée. Il se déplaça pour regarder à travers la fenêtre avant, tandis que le détective Ochoa faisait le tour pour vérifier l'arrière de la maison. Un homme émergea de la maison d'en face, un vieux monsieur avec un chapeau de paille qui arrosait apparemment son petit jardin. « Vous cherchez Robbie? »« Oui, monsieur, » dit le détective Ochoa s'approchant. « L'avez-vous vu partir? » Le voisin acquiesça, pointant dans la rue. « Il y a peut-être 20 minutes, une demi-heure. Ils sont partis par là. » La dame semblait vraiment pressée, répétant qu'ils allaient être en retard chez le médecin pour le bébé. « Vous savez, le gynécologue obstétricien. Ont-ils dit quelle clinique? » demanda Irène avec espoir. L'homme secoua la tête. « Non, désolé, je les ai juste entendus parler d'être en retard pour leur rendez-vous. Elle est enceinte, vous savez. Une gentille fille, elle vient juste d'emménager aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Nous avons juste besoin de leur parler, » dit le détective Ochoa de façon neutre. « Merci pour votre aide. » Le détective retourna à sa voiture, déjà sur sa radio. « Centrale, c'est le détective Ochoa. J'ai besoin que vous contactiez tous les hôpitaux et cliniques de la région, avec des départements d'obstétrique et de gynécologie. Je recherche une patiente nommée Joséphine Miller. Elle devrait avoir un rendez-vous prévu pour cet après-midi. »« Compris, détective. Veuillez patienter. » L'agent Chen continuait à vérifier le périmètre de la maison, cherchant tout ce qui semblait anormal, mais ne trouva rien de suspect. Irène se tenait près de sa voiture, les bras croisés, regardant le détective faire les 100 pas, alors qu'ils attendaient que le central rappelle. Les minutes s'écoulèrent lentement. 5, 10. Finalement, la radio grésilla. « Détective Ochoa, nous avons localisé une Joséphine Miller, prévue pour un rendez-vous à 15h30 au Centre de santé des femmes de la Vallée, sur la 10e rue. »« C'est à seulement 15 minutes d'ici, » dit Irène. « Allons-y. » Le détective Ochoa remontait déjà dans sa voiture. « Agent Chen, suivez-nous. » Irène sauta dans sa Honda, suivant les 2 véhicules de police, alors qu'ils filaient à travers les rues résidentielles. Elle vérifiait constamment son téléphone, espérant un message qui expliquerait tout cela, qui donnerait un sens. Comment Joséphine, enceinte, emménageant avec Robbie, semblant commencer une nouvelle vie, pouvait-elle être liée à la disparition de Colby? Le centre de santé des femmes de la vallée était un bâtiment moderne d'un étage avec un aménagement paysager désertique et beaucoup de places de parking. Le détective Ochoa se gara directement devant l'entrée, ne se souciant pas d'une place appropriée. Irène se gara à côté de lui. À l'intérieur, la salle d'attente était à moitié pleine de futures mères. Le détective s'approcha du bureau d'accueil, montrant discrètement son badge. « Je cherche Joséphine Miller. Elle devrait avoir un rendez-vous à 15h30. » L'infirmière vérifia son ordinateur, fronçant les sourcils. « Oui, elle en est programmée, mais elle ne s'est pas encore présentée. Nous venons de l'appeler. Elle a 20 minutes de retard. Ils ne se sont jamais présentés, » dit gravement le détective Ochoa. Il s'éloigna du bureau,
sortant son téléphone. Il essaya d'abord le numéro de Robbie, puis celui de Joséphine. Les deux allèrent directement à la messagerie vocale. « Où serait-il allé ?» demanda l'agent Chen. L'expression du détective Ochoa était dure, alors qu'il passait un autre appel. « C'est le détective Ochoa. J'ai besoin qu'un avis de recherche soit émis immédiatement pour Robbie Delgado et Joséphine Miller. » Il énuméra rapidement les descriptions et les informations sur le camion de Robbie. « J'ai également besoin d'unités à toutes les sorties principales de la ville. Il pourrait tenter de fuir. » Il se tourna vers Irène. « Mademoiselle Martinez, c'est là que vous devez rentrer chez vous. Nous nous en occuperons à partir de maintenant. Si nous les trouvons, s'il y a des nouvelles concernant votre sœur, je vous contacterai immédiatement. Mais, pas de mais, cela pourrait être dangereux. Rentrez chez vous, verrouillez vos portes et attendez mon appel. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant. » Irène voulut argumenter, mais elle pouvait voir la détermination dans son expression. « D'accord, vous m'appellerez. Dès que je saurai quelque chose. » À contre-cœur, Irène retourna à sa voiture. Elle s'assit un moment, regardant le détective Ochoa et l'agent Chen conférer près de leur véhicule, puis démarra le moteur. Le trajet vers la maison semblait irréel. Ce matin, elle livrait du courrier, vivant sa routine tranquille. Maintenant, la bicyclette de Colby avait été retrouvée. Et d'une manière ou d'une autre, la nouvelle petite amie de Robbie était liée à tout cela. Elle tourna dans sa rue, la vue familière de sa petite maison n'offrant aucun réconfort. Tout ce à quoi elle pouvait penser était Colby, disparu depuis 7 ans, et cette image granuleuse de quelqu'un en sweat à capuche jetant sa bicyclette dans le canal. Irène se gara dans son allée et remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. Le portail d'entrée, qu'elle verrouillait toujours soigneusement, une habitude depuis que des chiens du quartier étaient entrés dans la cour, était légèrement ouvert. Elle se souvenait distinctement de l'avoir fermé et verrouillé ce matin avant de partir au travail. Son pouls accéléra alors qu'elle sortait de la voiture, scrutant la rue. Pas de véhicule inconnu, personne qui regardait. Mais ce portail... Elle s'approcha lentement, son téléphone déjà dans sa main, le numéro du détective Ochoa prêt. La porte d'entrée était pire que le portail, non seulement déverrouillée, mais légèrement entr'ouverte. Quelqu'un était dans sa maison. Irène poussa la porte avec précaution. « Bonjour, il y a quelqu'un. » Le salon était vide, intact, pareil pour la cuisine. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans le silence, une qualité qui lui donnait la chair de poule. Elle avança dans le couloir vers sa chambre, téléphone serré. Elle poussa la porte de sa chambre et hurla. Une corde pendait du support du ventilateur de plafond, et suspendue à celle-ci, suffoquant et se débattant faiblement, se trouvait Joséphine. Son visage était violet, les yeux exorbités, les mains griffant faiblement la corde autour de son cou. Dans le coin de la pièce, Robbie gisait recroquevillé sur le sol, inconscient. La paralysie d'Irène se brisa. Elle attrapa la chaise en bois qui avait été renversée sous Joséphine, clairement ce sur quoi elle s'était tenue, et la tira de nouveau sous la femme qui se débattait. Se tenir dessus donnait juste assez de soutien aux pieds de Joséphine pour soulager la pression. « Tiens bon. » Irène grimpa sur son lit, atteignant la corde au-dessus de la tête de Joséphine. La femme enceinte était lourde, difficile à soutenir. Les doigts d'Irène tâtonnèrent avec le nœud, alors que Joséphine émettait d'horribles sons d'étouffement en dessous d'elle. Finalement, la corde se dénoua. Irène perdit l'équilibre sur le bord mou du matelas, alors que tout le poids de Joséphine lui tombait dessus. Elles s'écrasèrent toutes les deux au sol, l'épaule d'Irène encaissant le plus gros de l'impact. Joséphine hoqueta et toussa,
recroquevillé sur le côté, les mains à la gorge. Irène se mit à genoux, la fureur remplaçant la peur. « Tu ne vas pas quitter ce monde tout de suite, » gronda-t-elle. « Tu as trop d'explications à donner. » Elle tapa le numéro du détective Ochoa sur son téléphone. Il répondit immédiatement. « Détective, ils sont chez moi. Joséphine a essayé de se pendre et Robbie est inconscient. J'ai besoin d'une ambulance maintenant. Nous arrivons. Ne touchez à rien d'autre. Dépêchez-vous. » Irène termina l'appel et se tourna vers Robbie. Il respirait, mais était inconscient. Une mousse blanche au coin de sa bouche. Du matériel de toxicomanie. Une seringue, une cuillère, un briquet, gisaient éparpillés sur le sol près de lui. Joséphine l'avait drogué, réalisa Irène. Elle lui avait fait une overdose avant d'essayer de se tuer. Un morceau de papier plié sur sa commode attira son attention. L'écriture était soignée, féminine, certainement pas les pattes de mouche de Robbie. Irène le lut avec des mains tremblantes. « Tu passeras le reste de ta misérable vie à te demander et à souffrir, tout comme moi. Chaque nuit, tu verras son visage et tu sauras que tu l'as abandonné. La douleur te dévorera vive, salope. Profite de ton cauchemar. » Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Irène lâcha la note et se précipita vers la porte d'entrée, faisant des signes frénétiques alors que des voitures d'Inzir de police et des ambulances débarquaient en hurlant dans sa rue tranquille. « Par ici, vite !» s'exclama-t-elle. Les ambulanciers se précipitèrent devant elle avec leur équipement. Le détective Ochoa arriva quelques secondes plus tard, prenant la situation en main avec une efficacité professionnelle. L'équipe médicale se mit immédiatement au travail sur Joséphine et Robbie, vérifiant les signes vitaux, commençant des perfusions. « Elle était pendue quand je suis arrivé, » expliqua Irène, ses mots se bousculant. « Je l'ai détachée. Robbie était déjà inconscient. Je pense qu'elle l'a drogué. » L'un des ambulanciers, travaillant sur Joséphine, sortit quelque chose de sa poche et le brandit. « Détective, vous voudrez voir ça. » C'était un trousseau de clés, avec une grande lettre décorative. Les clés de Colby. Irène les reconnut instantanément. « Ce sont celles de Colby, » chuchota-t-elle. « C'est son trousseau. » Le détective Ochoa mit les clés dans un sac comme preuve, son expression sinistre. « Avez-vous déjà remarqué des signes que quelqu'un était entré chez vous? Quelque chose de déplacé ou disparu? » « Non, jamais. Je n'avais aucune idée. » Les ambulanciers avaient maintenant Joséphine et Robbie sur des civières. Le chef des urgentistes s'approcha du détective Ochoa. « Nous devons les transporter immédiatement. La femme est enceinte et ses signes vitaux sont instables. L'homme a ingéré une quantité significative d'opioïdes. Allez-y, » dit le détective Ochoa. « Nous suivrons. » Irène les regarda porter Joséphine et Robbie aux ambulances. Sa chambre était maintenant une scène de crime. La corde encore pendue du plafond, le matériel de toxicomanie gisant sur le sol, cette horrible note sur sa commode. Elle sentit son estomac se soulever et réussit à peine à sortir avant de vomir dans les rosiers de sa mère. Le détective Ochoa la suivit dehors. « Mademoiselle Martinez, nous devons comprendre quelque chose. » Joséphine savait clairement que nous enquêtions sur elle. Mais comment? J'ai appelé depuis mon téléphone personnel. Elle n'aurait pas reconnu le numéro. L'agent Chen prit la parole. La seule personne qui savait que nous posions des questions sur Joséphine était la réceptionniste de l'immeuble, Dolores. Le détective Ochoa acquiesça lentement. Elle a dû prévenir Joséphine, l'appeler après notre départ. C'est la seule explication pour laquelle Joséphine a immédiatement pris des mesures aussi drastiques. « Tanem, mais pourquoi la protégerait-elle » demanda faiblement Irène. « C'est ce que nous devons découvrir. Et pourquoi jeter la bicyclette cette nuit-là, mais garder les clés de Colby toutes ces années ?»
Le téléphone du détective vibra. L'agent Mendes a le mandat. Il perquisitionne l'appartement de Joséphine maintenant. Il regarda Irène, toujours pâle et tremblante. « J'ai besoin que vous veniez avec nous. Nous retournons à cet immeuble. J'ai le sentiment que Dolores en sait plus qu'elle ne nous l'a dit. Et après ça, nous aurons besoin de votre déclaration complète au poste. Tout ce qui s'est passé depuis ce matin jusqu'à maintenant. » Irène acquiesça, le suivant jusqu'à la voiture de police d'un pas mal assuré. Elle regarda une fois sa maison, maintenant entourée de rubans de scènes de crime, et se demanda si elle s'y sentirait jamais en sécurité à nouveau. Ils retournèrent au 46582 Industrial Boulevard dans un silence tendu. La mâchoire du détective Ochoa était serrée, ses jointures blanches sur le volant. L'agent Chen était assis à l'arrière avec Irène, qui regardait par la fenêtre, assimilant encore tout ce qui s'était passé dans sa chambre. Cette fois, en entrant dans l'immeuble, le détective Ochoa ne s'embarrassa pas de politesse. Il marcha directement vers le bureau de réception, où Dolores était assise, l'air nerveuse. « Madame Ramirez », dit-il, utilisant son nom de famille, inscrit sur le badge d'employé qu'elle portait. « Nous devons parler, maintenant. Tout va bien? Les avez-vous trouvés? Arrêtez cette comédie. » La voix du détective Ochoa était tranchante comme l'acier. « Nous savons que vous avez appelé Joséphine Miller après notre départ, que vous l'avez prévenue que nous enquêtions sur elle. » Le visage de Dolores pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous récupérons vos relevés téléphoniques en ce moment même. » Interrompit l'agent Chen. « Téléphone portable, téléphone fixe, tout. Chaque appel que vous avez passé aujourd'hui sera documenté. Alors, vous pouvez soit nous dire la vérité maintenant, soit attendre que nous ayons des preuves et vous inculper d'entrave à la justice et de complicité après les faits. Savez-vous ce que Joséphine a fait après que vous l'ayez prévenue? » Le détective Ochoa se pencha par-dessus le bureau. Elle est allée chez mademoiselle Martinez, a drogué son petit ami avec suffisamment d'opioïdes pour le tuer et a essayé de se pendre, alors qu'elle est enceinte. C'est de votre faute. Dolores commença à pleurer, ses cheveux soigneusement coiffés, tombant sur son visage alors qu'elle enfouissait sa tête dans ses mains. Je ne voulais pas que ça arrive. J'essayais juste de l'aider. L'aider à faire quoi? Exigea le détective Ochoa. L'histoire sortit entre les sanglots. Dolores avait recueilli Joséphine quand elle n'avait que 15 ans. Une fugueuse d'un orphelinat qui s'était présentée à l'immeuble à moitié affamée et désespérée. Elle l'avait laissé dormir dans un appartement vide, lui avait apporté de la nourriture, l'avait finalement aidé à trouver un emploi et son propre appartement. Elle était comme une fille pour moi, pleura Dolores. Je n'ai jamais eu d'enfant. Elle était si perdue, si brisée. Personne ne l'avait jamais aimée correctement. Quel rapport avec Colby Martinez? Insista le détective Ochoa. Dolores essuya ses yeux, semblant vieillir de 10 ans en cet instant. Joséphine a rencontré cet homme, Robbie, dans un bar il y a environ 8 ans. Elle est tombée follement amoureuse de lui, mais il avait déjà une petite amie, Colby. Et quand Joséphine a découvert que Colby était enceinte, elle secoua la tête. Elle est devenue obsédée. Elle disait que ce n'était pas juste, que Colby ne le méritait pas, qu'elle n'était qu'une simple factrice, alors que Joséphine pouvait lui offrir tellement plus. Irène fit un son, comme si elle avait été frappée. L'agent Chen posa une main rassurante sur son épaule. « Il y a 7 ans, poursuivit Dolores, Joséphine a élaboré un plan. Elle connaissait la tournée postale de Colby, savait qu'elle livrait à cet immeuble le samedi. Alors, elle a demandé un ramassage à Colby. Quand Colby était monté à l'appartement 514, Joséphine l'a tué. Tué, termina platement le détective Ochoa.
Dolores acquiesça misérablement. Elle me l'a dit après. Je suis monté voir comment elle allait ce soir-là, et j'ai trouvé... Mon Dieu, je l'ai aidée. J'aurais dû appeler la police, mais je ne pouvais pas supporter de la perdre. Elle était tout ce que j'avais. Qu'avez-vous fait du corps? La voix du détective Ochoa était soigneusement contrôlée. Nous avons nettoyé l'appartement, remplacé la moquette, repeint. Je l'ai mise dans un grand sac à linge et j'ai conduit jusqu'aux montagnes, au-delà des limites de la ville. Il y a un vieux sentier de randonnée que personne n'utilise plus. Nous l'avons enterré là-bas. Irène pleurait silencieusement maintenant, les larmes coulant sur son visage. « Mais ce n'est pas là qu'elle est maintenant », ajouta doucement Dolores. « Il y a 3 ans, Joséphine y est retournée, l'a déterrée. Elle a dit qu'elle voulait la garder près d'elle, comme un rappel de ce qu'elle avait fait par amour. Elle avait gardé les ossements. » « Bon sang, » marmonna l'agent Chen. « Vous êtes en état d'arrestation, » dit le détective Ochoa, sortant ses menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » Pendant qu'il lisait à Dolores ses droits, un autre officier arriva pour la transporter. Elle remit ses clés du bâtiment, y compris la clé principale de l'appartement de Joséphine. « Unité 514, » dit-elle d'une voix morne, bien qu'elle ait déménagé presque tout ce matin pour vivre avec lui, pour avoir enfin la vie qu'elle a volée à cette pauvre fille. Ils emmenèrent Dolores dans la voiture de patrouille, tandis que le détective Ochoa, l'agent Chen et Irène se dirigeaient vers le 5e étage. L'appartement était presque vide, juste quelques vieux meubles et quelques boîtes dans le placard. Rien qui aiderait leur enquête. « Vérifions ce qu'il y a chez Robbie », dit le détective Ochoa, coordonnant avec d'autres unités par radio. « Et nous avons toujours ce colis. » Ils retournèrent à la voiture de police, où la boîte de Joséphine était toujours dans le coffre, scellée et attendant. Le détective Ochoa mit des gants en latex et l'ouvrit soigneusement, tandis que l'agent Chen photographiait tout comme preuve. Ce qu'il trouva fit flancher les genoux d'Irène. L'uniforme de l'USPS de Colby, soigneusement plié, son badge nominatif toujours épinglé à la poche de poitrine. Son chapeau blanc de soleil, celui qu'elle portait toujours pour protéger son visage du soleil texan. Ses paniers à courrier bleu et son sac de livraison. Sa ceinture avec l'endroit usé où elle accrochait son scanner. Et au centre, enveloppé dans ce qui ressemblait à une vieille couverture de bébé, se trouvait une urne en céramique ornée. « Non », chuchota Irène. « Non, non, non. » Le détective Ochoa souleva délicatement l'urne, et il put entendre le déplacement de cendres et d'os à l'intérieur. Il regarda le fond, où quelqu'un avait utilisé une étiqueteuse pour créer une petite étiquette. CM 1997. Colby Martinez, 1997. Elle l'envoyait au Colorado, dit doucement l'agent Chen, se débarrassant des preuves. Mais Irène l'a interceptée, dit le détective Ochoa. Si elle n'avait pas proposé d'aider avec ses boîtes, Irène s'effondra à genoux à côté de la voiture, sanglotant. Tant d'années à espérer que Colby pourrait un jour franchir la porte. Tant d'années à ne pas savoir. Et tout ce temps, Joséphine avait gardé les cendres de sa sœur comme un trophée morbide. Le détective Ochoa s'agenouilla à côté d'elle. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle Martinez, mais nous les avons maintenant, toutes les deux. Elles paieront pour ce qu'elles ont fait à Colby. » Elle l'a gardé, suffoqua Irène. Garder ses cendres toutes ces années, tout en fréquentant Robbie, tout en portant son bébé. Comment a-t-elle pu? Nous devons apporter ceci au laboratoire médico-légal, dit doucement le détective Ochoa. Confirmer que les restes sont humains. Constituer notre dossier. Pouvez-vous vous rendre au poste? Nous avons encore besoin de votre déclaration complète. Irène acquiesça mécaniquement, laissant l'agent Chen l'aider à se relever.
Elle regarda une fois de plus la boîte contenant les affaires de sa sœur, les restes de sa sœur, puis monta dans la voiture de police. Le soleil de l'après-midi se couchait alors qu'il conduisait vers le commissariat, peignant la vallée du Rio Grande dans des tons d'orange et de rouge. 7 ans de questions avaient enfin des réponses. Des réponses terribles, déchirantes, qu'Irène aurait aimé ne pas connaître. Le commissariat semblait différent maintenant, plus lourd en quelque sorte, alors qu'Irène suivait le détective Ochoa à travers les couloirs familiers. Il s'arrêta au laboratoire médico-légal, où il remit soigneusement la boîte contenant les affaires et les restes de Colby. « Traitement prioritaire », dit-il au technicien. « Nous avons besoin de confirmation sur les restes humains dès que possible. » La technicienne, une jeune femme aux yeux sérieux derrière d'épaisses lunettes, acquiesça en étiquetant les preuves et en les enregistrant dans le système. « Je commencerai l'analyse immédiatement, détective. » Irène regarda les affaires de sa sœur disparaître derrière la porte du laboratoire, ayant l'impression de perdre Colby à nouveau. Le détective Ochoa toucha doucement son coude. « Venez, nous devons recueillir votre déclaration pendant que tout est encore frais. » Ils avaient à peine fait 3 pas quand l'agent Mendes s'approcha avec un dossier manille. « Détective, la transcription de l'interrogatoire de Dolores Ramirez. J'ai pensé que vous voudriez voir ça tout de suite. » Le détective Ochoa le parcourut rapidement pendant qu'il marchait, son expression devenant plus sombre à chaque page. Ils entrèrent dans une petite salle d'entretien, où Irène avait déjà fait des déclarations 7 ans auparavant, quand l'espoir était encore frais et vif. « Commençons par ce matin, » dit le détective Ochoa, installant un enregistreur numérique. « Quand vous avez reçu l'appel concernant la bicyclette, » Irène raconta tout, le canal, sa rencontre avec Joséphine chez Robbie, le colis, les images de surveillance, la découverte de Joséphine pendue dans sa chambre. Sa voix ne se brisa qu'une fois, en décrivant l'urne parmi les possessions de Colby. Le détective Ochoa étudia le dossier d'interrogatoire, pendant qu'elle parlait, posant occasionnellement des questions pour clarifier. Quand elle eut terminé, il se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant les yeux fatigués. « Et la déclaration de Dolores ?» demanda Irène. Il feuilleta les pages. « La plupart confirment ce qu'elle nous a dit à l'appartement. Elle a me fourni plus de détails sur l'aide qu'elle a apportée à Joséphine toutes ces années. Comment elle l'a prévenue quand nous avons commencé à poser des questions. » Il s'arrêta à une section. Il est dit ici que Joséphine a tout planifié. Elle était convaincue que Colby ne méritait pas Robbie, qu'une employée de la poste n'était pas assez bien pour lui. Joséphine se voyait comme meilleure, plus digne. « Ma sœur étudiait pour devenir infirmière, » dit doucement Irène. Elle était intelligente, ambitieuse. Elle allait être plus qu'une simple factrice. « Je sais, » dit le détective Ochoa, la voix douce. Dolores dit qu'elle regrette profondément de ne pas avoir signalé ce que Joséphine prévoyait. Mais elle en était venue à considérer Joséphine comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Elle avait essayé d'avoir des enfants pendant des années, ne pouvait pas concevoir. Quand cette adolescente fugueuse s'est présentée à son immeuble, elle a pensé que c'était le destin. Est-ce qu'elle dit comment Joséphine l'a fait? La mâchoire du détective Ochoa se serra. Elle a trouvé un couteau après, multiples coups de couteau, mais elle prétend ne pas connaître le déroulement exact des événements. Comment personne n'a rien entendu? Les mains d'Irène se crispèrent sur ses genoux. Colby se serait défendue, elle aurait crié. Le rapport suggère que Joséphine l'a peut-être droguée d'abord, ou cela a pu se produire dans la salle de bain, où le son ne se serait pas autant propagé. Nous ne saurons pas avec certitude jusqu'à ce que nous puissions interroger Joséphine elle-même. Un coup à la porte les interrompit. L'agent Chen passa la tête. « Détective,
L'hôpital a appelé avec une mise à jour. Robbie Delgado est hors de danger immédiat, mais toujours en soins intensifs. Joséphine Miller a été transférée dans une chambre sécurisée. Elle est stable, mais toujours inconsciente. Ils l'ont sauvée de justesse. Et leur véhicule? Trouvé au parc de caravane Sunny Acres, à environ 1 kilomètre de la maison de Mademoiselle Martinez, caché entre deux camping-cars abandonnés. Le détective Ochoa acquiesça, traitant cette information. Donc, Joséphine a drogué Robbie à la maison, l'a laissé là, a conduit pour cacher la voiture, puis est revenu à pied pour se pendre. Tout ça après avoir reçu cet appel d'avertissement de Dolores. « Pourquoi chez moi ?» demanda Irène. « Pourquoi pas ailleurs ?»« Pour vous faire mal », dit simplement le détective Ochoa. Regardez la note qu'elle a laissée. Elle savait que la police se rapprochait, savait qu'elle ne pouvait pas fuir enceinte. Alors, elle a décidé de partir selon ses propres termes, tout en infligeant un maximum de douleur. Pour vous faire la trouver, faire que cela se passe dans votre maison, tout était une cruauté calculée. Irène se sentit malade. Colby n'a jamais mentionné quelqu'un nommé Joséphine. Elle n'a jamais rien dit à propos de quelqu'un qui la dérangeait, elle ou Robbie. J'étais tellement absorbé par ma propre vie, mes cours et mon travail, j'ai simplement supposé qu'elle et Robbie étaient de parfaits ensemble. « Vous ne pouviez pas savoir », dit fermement le détective Ochoa. Joséphine observait depuis l'ombre, planifiant. « Ce n'est pas de votre faute. Quand vais-je récupérer ma sœur ?» demanda Irène. « Ses restes, je veux dire. Je veux l'enterrer correctement. Une fois que les analyses médico-légales seront terminées et l'enquête officiellement close, nous vous rendrons tout. » Il se leva, rassemblant ses dossiers. « Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin maintenant? Je veux aller à l'hôpital, voir Robbie. J'ai besoin d'être là quand il se réveillera. » Le détective Ochoa acquiesça. « Je vais demander à l'agent Chen de vous conduire. »« Mademoiselle Martinez, je suis vraiment désolé pour votre perte, mais nous les avons eues toutes les deux. Elles feront face à la justice pour ce qu'elles ont fait à Colby. » Le trajet jusqu'au centre médical régional de la vallée fut silencieux. L'agent Chen semblait comprendre qu'Irène avait besoin de silence pour assimiler tout ce qui s'était passé. Le soir tombait, projetant de longues ombres sur le parking de l'hôpital alors qu'ils arrivaient. À l'intérieur, les soins intensifs étaient un chaos contrôlé de machines qui bipaient et d'efficacité silencieuse. Une infirmière les dirigea vers la chambre de Robbie, après avoir vérifié auprès de la sécurité. Apparemment, le détective Ochoa avait appelé à l'avance pour autoriser la visite. Irène se tenait à la fenêtre, regardant dans la chambre de Robbie. Il gisait immobile sur le lit d'hôpital, connecté à plusieurs moniteurs et perfusions. Son visage était pâle, mais sa poitrine montait et descendait régulièrement. Vivant. Contrairement à Colby, il avait survécu à l'acte final de cruauté de Joséphine. « Il a de la chance », dit doucement l'infirmière à côté d'elle. « Quelques minutes de plus, et nous n'aurions peut-être pas pu le ramener. La quantité d'opioïdes dans son système était massive. » Irène pressa sa paume contre la vitre. Robbie avait aimé Colby. Elle le savait. Quels que soient ses défauts, quelle que soit la façon dont il avait avancé, il s'était sincèrement soucié de sa sœur. Et maintenant, il avait failli mourir à cause de cela. Parce que Joséphine ne pouvait pas lâcher prise d'une obsession qui avait déjà coûté une vie. « Quand va-t-il se réveiller ?» demanda-t-elle. Difficile à dire. Ça pourrait être dans quelques heures, ça pourrait être demain. Son corps a besoin de temps pour récupérer. Irène acquiesça, ne bougeant pas de la fenêtre. Elle pensa à Joséphine, quelque part ailleurs dans cet hôpital, luttant également pour sa vie. La femme qui avait assassiné sa sœur, gardé ses cendres comme un trophée, vécu un mensonge pendant 7 ans.
la femme qui portait l'enfant de Robbie. Quel gâchis, quel terrible gâchis tordu. Mais au moins maintenant, il y aurait des réponses. Au moins maintenant, il y aurait justice. « Je vais attendre », dit doucement Irène, s'installant dans une chaise d'où elle pouvait voir Robbie à travers la fenêtre. « Peu importe le temps que ça prendra, je serai là quand il se réveillera. » Elle devait au moins ça à Colby. Voir ça jusqu'au bout, s'assurer que Joséphine paie pour ce qu'elle avait fait. Alors que l'hôpital s'installait dans sa routine du soir autour d'elle, Irène maintenait sa veille, veillant sur l'homme que sa sœur avait aimé, et fit une promesse silencieuse. Joséphine ferait face à la justice. Colby reposerait enfin en paix, et d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient tous un moyen de guérir de ce cauchemar qui avait duré 7 longues années.